Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour cette restitution du coup de l'état des lieux régional suite à l'audit croisé DMI. Donc on a fait le choix de vous présenter les résultats régionaux, donc en couplant et l'audit croisé et l'auto-évaluation qui a eu lieu un petit peu après. Donc, peut-être avant de démarrer, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le petit chat sur le côté, il y a la main levée. Voilà, vous pouvez cliquer sur lever la main. Ou sinon, bah, voilà, on fera des temps de pause réguliers. N'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. Le support vous sera envoyé par mail. Il y aura un replay. Donc, voilà, si jamais il y a des petites coupures, pas de panique, on va pouvoir vous envoyer toutes les infos. Alors, juste au niveau de la participation régionale, du coup, on a eu 26 établissements participants à l'audit croisé et 18 établissements participants en auto-évaluation, soit un nombre de rapports total de 44 rapports, donc au 31 janvier 2025. Donc, on a 62% des établissements de la région. Juste pour un petit rappel, donc la grille se composait de différentes parties. Il y avait une partie sur le management de la qualité de la gestion des risques, une partie sur PUI, marché, commande, dépôt et délivrance du DMI, un onglet sur le bloc, un onglet service, un onglet entretien patient et un onglet audit de dossier. À savoir que l'onglet audit de dossier n'était pas obligatoire. Sachez que voilà, il reste, voilà, on l'a retiré en fait de l'ensemble du document. Donc, il reste disponible et sachez qu'également, la grille reste disponible si vous souhaitez vous réévaluer d'ici quelques mois. Il y a aucun problème. Donc, l'idée, on vous a proposé du coup cet audit régional. Déjà, voilà, pour avoir, essayer de vous apporter un regard neuf et permettre de réaliser un état des lieux de vos pratiques et du coup de ressortir des points forts et des axes d'amélioration et de savoir un petit peu au niveau régional ce qui en ressort. Et les audits croisés du coup, et on espère aussi que les auto-évaluations ont permis pour vous d'avoir des échanges d'expériences entre professionnels et que ça a créé un petit peu une dynamique au sein de vos établissements. Alors, au niveau de la traçabilité des dispositifs médicaux implantables, donc les règles en fait sont posées par la réglementation et donc on a le décret en fait du 29 novembre 2006 qui règle la matériovigilance, la traçabilité sanitaire, la responsabilité des acteurs, donc qui gravitent autour de ce circuit, l'information tracée dans le dossier du patient et les documents de transmission. Ensuite, vous avez l'arrêté du 26 janvier 2007 qui règle en particulier au niveau de la matériovigilance, tout ce qui dépend des dispositifs médicaux et en particulier donc la spécificité du dispositif médical qui a donc dans ce dispositif un médicament dérivé du sang donc qui nécessite donc beaucoup plus de traçabilité et d'archivage aussi, puisqu'on doit les garder dans ces cas-là 40 ans. On a aussi au niveau de la réglementation donc le règlement européen de 2017 qui pose en fait l'identification unique des dispositifs, le fameux donc IUD, et tout le calendrier de déploiement, ainsi que l'intégration donc de cette IUD dans les systèmes d'information, la mise à disposition d'une base de données, la base EDAMED, et l'obligation de mise à disposition de la carte d'implant et des informations qui sont à fournir au niveau des professionnels de santé et au niveau des patients. Et enfin, on arrive à notre fameux arrêté du 8 septembre 2021
qui est relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé et sur lequel on s'est basé pour pouvoir construire cette grille d'audit que l'on vous a mis à disposition et pour lequel nous allons faire donc la restitution. Alors, que dit cet arrêté du 8 septembre 2021? Donc, il s'inscrit d'abord dans un plan d'action national, donc pour renforcer la traçabilité et la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. Alors, il tourne autour de l'IUD, donc l'identifiant unique. Donc, on a besoin de cette IUD pour la commander le dispositif donc médical auprès du laboratoire, de cette idée pour la réception à la pharmacie, à la PUI, de cette IUD pour le stockage à la pharmacie, de cette IUD pour la dispensation au niveau donc des unités de soins, pour le stockage au niveau du bloc opératoire. Donc, on a besoin de cette IUD donc, pour donc, l'utilisation, pour la traçabilité, l'implantation et pour, à nouveau, donc la demande du renouvellement à la PUI. Donc, vous voyez comment a été construit en fait cet arrêté. Et pour ce faire, on se rend compte tout de suite qu'il faut de l'informatisation. En fait, l'idée du législateur, c'est vraiment d'assurer une utilisation sécurisée, une utilisation appropriée et de tracer le dispositif médical implantable chez le patient pour une bonne prise en charge dans les établissements de soins. Diapositive suivant. Alors là, on a voulu vous faire un focus sur l'article 15, en fait, que l'on retrouve au niveau de cet arrêté du 8 septembre pour le circuit. Et donc, on vous rappelle en fait le référencement des dispositifs médicaux implantables, l'identification de ce dispositif et la nécessité d'une liste propre, donc par établissement, de ces dispositifs référencés. Donc, une dotation de services au niveau du bloc et une organisation sur le renouvellement pour l'approvisionnement. Ensuite, qu'est-ce que a posé le législateur au niveau de cet article 15? C'est la demande du dispositif médical implantable hors dotation. Donc, il est référencé dans l'établissement, mais donc pas forcément dans le bloc X, mais par contre dans le bloc Y. Mais du coup, donc, ça devient une hors dotation dans le bloc X et donc il y a une organisation à avoir au niveau de cette demande. Une demande exceptionnelle du DMI lorsque le produit n'est pas du tout ou le dispositif n'est pas du tout référencé au niveau de l'établissement et une organisation pour faire cette demande. Enfin, donc, une organisation au niveau de la PUI, l'approvisionnement, le stockage, la commande auprès du fabricant, la réception donc par la PUI, le stockage au sein de la PUI et donc la sortie de la PUI avec la délivrance et le transport donc vers les services utilisateurs. Ce que l'on voit au niveau du service utilisateur, c'est qu'il faut une organisation sur la réception et le stockage. Il faut donc une gestion des dépôts temporaires ou des dépôts donc permanents dits dispositifs au niveau du service utilisateur. Donc, il faut donc connaître l'utilisation des dispositifs médicaux implantables. Ensuite, donc, toute une notion d'enregistrement et de conservation des données pour la traçabilité. Une notion aussi d'information du patient, de la carte d'implant, du suivi du patient, donc, et de l'information du patient sur donc, le dispositif qui va lui être implanté.
L'information aussi des professionnels, donc médecins traitants et praticiens adresseurs, donc pour une bonne donc, prise en charge et une fluidité de prise en charge, cela via la lettre de liaison. Et bien sûr, donc, on doit donc être en relation avec mon espace santé et mon DMP. Donc voilà, c'est ambitieux et donc on va voir un peu les résultats de notre audit ici en région. Alors Je passe pour la la main à partie Laurie. oui, merci Isabelle. Alors pour la partie management, juste pour vous donner un petit peu une idée, hein, donc c'est vrai que les résultats, ne sont pas très bons. On va juste, voilà, ça, on vous a remis du coup les résultats au niveau, pour toute la partie management au niveau de la grille. Juste, voilà, on a repris du coup les points forts et les points améliorés. Donc en point fort, on est sur la nomination et la connaissance du correspondant local de matériaux-vigilance, également sur la rédaction, l'actualisation de la procédure matériaux. Point fort au niveau de la culture de déclaration des événements indésirables, on le verra juste après, hein, c'est le lien justement avec l'assertif, avec un dispositif de déclaration interne des événements indésirables liés au circuit des dispositifs médicaux implantables qui est existant à 93% et le défaut de traçabilité à 79%. Et une gestion documentaire qui est dématérialisée. Et au niveau des fiches d'événements indésirables, les CREC, c'est assez fonctionnel. Donc ça, c'était les questions 25-26 à 69 et 71%. Et une organisation du recueil du consentement du patient à 72%. On verra après, hein, les petits graphes en détail. Au niveau des points améliorés, on a la formalisation des documents d'engagement de la direction et de la CME. La nomination RSMQ. En fait, je ne sais pas si on reprend. Donc là, vous avez tout le détail, hein, ici. L'intégration de la notion d'IUD dans la procédure de matériaux-vigilance à 7%, la formalisation, finalisation des procédures inhérentes au circuit des MI, donc au niveau transport, déchets actifs, etc., 58%. Au niveau, donc ça, c'est vrai qu'on le retrouve, hein, même dans l'audit croisé prise en charge médicamenteuse, on le retrouve aussi dans les résultats des traceurs ciblés, la formation et l'accueil des nouveaux arrivants, où là, les résultats ne sont pas les résultats qu'on attendait et sont un peu en deçà. Des audits de traçabilité. Au niveau de la cartographie des risques, donc là aussi, je vous montrerai juste après un graphe donc, qui retrouve à 42% et une cartographie applicative du SI seulement à 40%. Au niveau de la carte d'appelant institutionnelle également et le déversement des informations vers le DPI, le DMP et la lettre de liaison. Juste pour vous montrer du coup un peu plus en détail, donc au niveau de la formalisation des documents d'engagement de la direction au regard de la politique. Donc si on reprend l'article 5 sur l'engagement de la direction dans le cadre du système de management de l'ACI. Bon, on remarque au niveau de la politique institutionnelle, voilà, qui est retrouvée qu'à 42%, l'engagement du représentant légal de l'établissement président de CME à 40%, les actions d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques à chaque étape du circuit, donc des DMI sont planifiés, hiérarchisés et programmés, donc là on est à 37%. Et l'établissement a formalisé un tableau de bord de suivi des indicateurs dédiés au DMI, là on le retrouve qu'à 40%. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'article 5. Ensuite, ce qui est en lien avec l'article 6, donc dispositions organisationnelles et désignation du RSMQ au circuit des DMI. Donc au niveau du responsable du management de la qualité, donc à 51%, c'est indication du nom et des missions du RSMQ, donc dans le manuel qualité. À 47%, c'est l'engagement de la direction, donc avec une lettre de mission, de désignation, etc. ou un procès-verbal, et cetera. À 33%, on est sur, le RSMQ, heu, alors attendez, je reprends ici. Donc à 33%, on ne retrouve pas l'organigramme ou la description des liens fonctionnels et 30% au niveau des moyens dédiés. Je vous propose de continuer, puis on fera peut-être une pause, après la partie management.
Ensuite, si on continue donc au niveau de la formation des professionnels, donc là, on est à 20 donc sur la question où il existait un plan de formation pluriannuel relatif à la qualité et la sécurité du circuit des DMI, permettant de garantir leur traçabilité. Donc là, on est à 23 de plan de formation et au niveau des nouveaux arrivants, on n'est qu'à 30. Donc là, c'est en lien avec l'article 9, la formation et les compétences du personnel. Là où par contre on voit que c'est en vert, donc c'est sur la déclaration des événements indésirables, sûrement en lien, très probablement en lien, avec les attendus de certif en fait sur le critère 3.104 où en fait on demande à l'établissement qui impulse une culture de la, déclaration des événements indésirables dont les presque accidents et donc voilà, là on voit que les résultats sont assez bons, hein, l'établissement a mis en place un dispositif de déclaration interne 93. L'établissement a mis en place, donc là, c'est tout ce qui est, traçabilité et cetera, on a 79. Les retours d'expérience qui sont organisés, formalisés avec les acteurs concernés, 69 et une communication sur ces retours d'expérience, donc à 71. Et ensuite, donc on avait posé donc la question sur la cartographie des risques, donc en lien avec l'article 10, donc étude des risques encourus par les patients liés au circuit des dispositifs médicaux implantables, où là, la cartographie des risques a priori des DMI a été réalisée et actualisée, donc on la retrouve qu'à 42 et l'établissement a réalisé une cartographie du système informatique permettant la traçabilité des DMI de la PUI au service utilisateur. Donc avec un focus sur les interfaces, interopérabilité entre logiciels. Donc ça, c'est ce qui était demandé dans la grille, où on le retrouve qu'à 40. Donc on vous a remis les infos, hein, sur l'étude des risques, donc a priori avec l'étude des risques qui peuvent aboutir à un événement indésirable, à une erreur, à un dysfonctionnement à chaque étape du circuit et pouvant aboutir du coup à un défaut de traçabilité. Où là, il y a une attention particulière, portée sur les risques liés à l'absence d'informatisation ou à l'inexistence d'interopérabilité des logiciels et sur les risques, d'interruption du processus de traçabilité. Donc également avec la mise en place de l'organisation de la gestion des événements indésirables et l'élaboration de documents qualité pour améliorer le circuit. Et a posteriori, du coup, voilà, après l'événement, c'est basé sur les déclarations, d'événements indésirables, les erreurs, les dysfonctionnements ou les défauts de traçabilité, l'analyse systémique des causes selon une méthodologie appropriée de manière, pluridisciplinaire et aussi la planification des actions d'amélioration pour réduire les événements jugés évitables. Donc voilà pour la partie carto et ensuite c'est, les données en fait, enregistrées alors, mince, ça veut pas passer? Pardon. Ouais, le diapo il était pas passé et ensuite, donc du coup, c'est toutes les données enregistrées relatives au DMI et à son utilisation au bloc opératoire qui sont versées du coup soit dans le DPI, soit dans le DMP, soit dans la lettre de liaison. Donc on le retrouve dans DPI à, heu, 80 60, je vois pas bien. Hop, à 60. Dans le DMP 21 et dans la lettre de liaison, du coup 26. Et donc on vous a remis du coup, on a fait le lien avec, donc le nouveau manuel de certification V 2025 avec notamment les critères en lien, hein. Le critère 1.204, le patient en prévision de sa sortie connaît les consignes de suivi pour sa prise en charge. Le critère 2.107, les équipes des secteurs interventionnels se coordonnent pour la prise en charge des patients. Et le critère 2.14, une lettre de liaison à la sortie est remis au patient et permet la continuité du parcours de soins. Donc, toutes les informations concernant la pose du DMI ou la transmission des informations, ça doit être tracé dans le dossier du patient ainsi que dans la lettre de liaison à la sortie. En fait, vraiment, la lettre de liaison, c'est ce qui va permettre, ça va être l'élément clé en fait de la continuité des soins. Donc, elle doit être remise au patient le jour de sa sortie et elle sera adressée du coup au médecin traitant.
elle résume les conclusions de l'hospitalisation et du coup établit les préconisations de prise en charge après la sortie afin d'assurer du coup une bonne coordination ville-hôpital. Voilà pour la partie management. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions sur la partie management? Est-ce que oui, Ah, j'ai une question, madame, pardon. J'avais oui. pas bien compris sur la première slide. Vous avez bien parlé de 26 établissements, 18 établissements auto-évalués et je ne sais pas, ça correspond à quoi les 44 au 31 janvier 2025? Et c'est quoi le 44 par rapport aux 18 établissements là? Alors, c'est parce qu'en Ça, fait, il y a eu des groupements d'établissements, des services qui ont été audités. Du coup, le 44, c'est le nombre total de rapports qu'on a reçus, qu'on a c'est pu la du coup somme. analyser. Pour les 18 établissements qui ont C'est 18 été et 26, non? auto-évalués alors? Non, C'est en fait, on a 26 plus repris du 18. coup les 26 établissements de l'audit croisé et les 18 de l'auto-évaluation. Ah oui, d'accord. Donc en fait 26 plus 18, d'accord. C'est ça. OK, d'accord. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Je laisse la parole à Anne-Françoise. En fait, on s'était dit que c'était plus enfin, pour nous, ça nous semblait plus logique de vous faire une restitution justement avec ces résultats, on va dire globaux, que ce soit audit croisé et auto-évaluation. Voilà, on a vraiment voulu faire une restitution régionale avec l'ensemble des résultats, sachant qu'en fait, les résultats de l'audit croisé au regard des résultats d'auto-évaluation reflétaient, les mêmes, les mêmes pourcentages quasiment, hein. Est-ce que cette démarche, elle a été initiée dans d'autres régions ou c'est uniquement Hauts-de-France? Pour l'instant, c'est uniquement Hauts-de-France. Elle a fait des petits, mais on est les premiers à Ouais. effectivement à transmettre les informations. Attention, purement en région, hein, clairement. Mais on sait que Bretagne et Normandie ont déployé derrière. Mmh. Merci. Et L'auto-évaluation, la grille, elle est accessible? C'est la même que la C'est la grille audit même? croisée. Ouais. Ah, d'accord. Et j'avais une autre remarque, c'est merci pour cette présentation. Je pense qu'il faut peut-être aussi insister beaucoup sur le fait de l'interopérabilité des données. Je m'explique, on peut avoir effectivement développement dans des établissements de documents, des PDF et cetera qui sont envoyés, dans le DPI, voire dans le DMP pour les plus chanceux. Pour autant, je pense que ça ne suffit pas dans le sens où, si on modifie des données dans le logiciel de traçabilité et cetera, le fait de fonctionner en PDF ne garantit pas que l'information soit corrigée dans le DPI ou le DMP. Et je pense que cette notion de données structurées interopérables, c'est vraiment ce que vous devez mettre en avant comme exigence. Et ça va au-delà d'un PDF, en fait. C'est beaucoup plus là, compliqué tu que t'avances ça. sur la présentation, Anne-Françoise. On l'a pas Ah, encore pardon, évoqué, mais c'est noté. Mais je tout à suis fait. désolée. Non, non, mais Je suis désolée. c'est une remarque qui est tout à fait pertinente. C'est exactement ce qu'on voulait vous présenter. Bon, ça ressort à travers les éléments qu'on va vous envoyer là sur la partie P8 bloc, mais surtout en fait sur la partie information patient, communication. Tu l'as très bien exprimé et c'est ce sur quoi on voulait attirer votre attention et ce sur quoi on voulait attirer l'attention également de nos instances. C'est qu'il va falloir effectivement, sans avancer trop vite sur la présentation, réfléchir à comment, lorsqu'on vient corriger un certain nombre de données, bah, cette information vient écraser la première. C'est complètement Et, pris et toute la difficulté qu'on va avoir
en déversant effectivement les informations à travers le DMP et surtout à travers mon espace santé, et comment on rattrape, entre guillemets, cette information qui, à un moment donné, a pu être corrigée dans l'établissement, mais ne le sera pas sur le DMP. Et oui, il y a un gros enjeu derrière. Voilà, c'est ce qui se révèle par rapport à ce qu'on a fait. Il y a d'autres démarches qu'on est en train d'entreprendre avec la partie grade ici au sein des Hauts-de-France. Et ça fait partie des actions qu'il faut qu'on arrive à mener en cours d'année et sensibiliser effectivement, vous acteurs, mais ça on sait que vous l'êtes, mais surtout nos instances au déploiement et aux conséquences en fait de ces déploiements sur la traçabilité de l'information. Parce que là, il y a l'assertif qui est très très clair là-dessus, mais il va falloir que nous, on ait les moyens de pouvoir le faire. Et même les fournisseurs de SI, parce qu'il faudrait quasiment une zone réservée, accessible d'un simple clic. Ce patient, il a des implants, oui, non. Et en cas de reprise ou de dépose, qu'on complète cette partie. Donc, je pense que le progrès il doit vraiment être fort, fort aussi là. Merci, excuse-moi, j'ai anticipé trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie management? Du coup, je laisse la parole à Julien pour la partie P8. Oui, merci Laurine. Alors, sur la partie P8, justement, pour rebondir sur ce que disait Anne-Françoise, sur la partie informatisation et interopérabilité. Donc, sur la question, les logiciels permettent une saisie informatique des données entrant de traçabilité. On a une conformité des établissements à 95%. Si on rentre dans le détail et si on va avoir au niveau de l'IUD, est-ce que l'IUD est utilisé comme porte d'entrée dans les logiciels de gestion? Là, on a un peu moins d'un établissement sur deux qui utilise l'IUD en porte d'entrée, 49%. Est-ce qu'il y a des imports de données qui sont automatiques, qui sont effectifs lors des changements de marché pour les facilités? Là, on est à 28% uniquement. Est-ce qu'il existe une interface entre le logiciel marché et le référentiel produit de l'établissement? Un peu moins d'un établissement sur deux est conforme, 47%. Et sur le sujet des bases de données, est-ce qu'en fait, il y a une interface qui permet d'alimenter le référentiel produit de façon automatique? On est à un peu plus d'un établissement sur deux, 51% qui a des établissements qui ont une base de données avec une interface avec le référentiel produit. Donc, si on va un peu plus dans le détail des items liés à la P8, on avait posé cette fameuse question qui était un peu difficile d'interprétation, mais en tout cas, on demandait une liste de DMI dont l'utilisation était préconisée au sein de l'établissement. Donc là, on a une conformité qui est de 47%. Est-ce que si cette liste est existante, elle est connue du personnel de la P8, on est seulement à 58%. Voilà, une fois que cette liste est effectuée, est-ce que dans les différents logiciels, que ce soit l'AGF, les bases articles, on peut facilement différencier si le DMI est référencé ou non? On est à 77%. Sur le sujet des DMI en essai, est-ce qu'il existait une procédure qui permettait de gérer sur la gestion de ces DMI en essai? Est-ce qu'elle était disponible et connue des professionnels? On est uniquement à 30%. Et puis là, vous voyez, donc sur la question 42 et 40, de 42 à 46, on a donc les réponses qui étaient faites avec les histogrammes sur tout ce qui est interopérabilité de 42 à 46. Donc on passe à la question 47. Est-ce qu'il y a une dotation qui est constituée de DMI avec les services utilisateurs? Est-ce qu'elle est datée, signée? Est-ce qu'elle est faite de concert entre les médecins et les cadres du service et le pharmacien? Là, on est seulement uniquement à 21%. Et après, dans le cadre du hors dotation, est-ce qu'il y a une organisation formalisée pour ces demandes? On est un peu plus de 50%, 53%. Et dans le cadre des demandes exceptionnelles, est-ce qu'il y a de pareil, il y a une formalisation? Est-ce qu'il y a une organisation pour ces demandes exceptionnelles? On est pareil à 51% d'établissements qui sont conformes sur ce critère. Par la suite, là, sur tout ce qui est rubrique dépôt, inventaire, on posait la question, est-ce qu'il y a un dépôt sur les dépôts des DMI? Est-ce qu'il y a une convention qui définit les responsabilités de chacun, notamment entre le fabricant et l'établissement, toujours en lien avec la pharmacie, la PUI? On a une conformité de 86%. Sur l'informatique et l'enregistrement des DMI,
permanent à la réception. Donc là, on a une conformité à 100%, un enregistrement informatique des DMI, tout ce qui est en dépôt permanent, c'est 100%. Bien évidemment, comme on s'en doutait, pour tout ce qui est dépôt temporaire avec toutes les contraintes supplémentaires, on est uniquement à 16% d'enregistrement des DMI en dépôt temporaire à la réception. Est-ce qu'il y a un inventaire annuel qui est réalisé sur les dépôts de DMI dans les services utilisateurs en lien avec l'API ou aussi avec les fabricants et les distributeurs? Donc, on est à 79%. Pour le processus de commande, est-ce qu'il y a un processus de commande qui est informatisé auprès des fabricants pour l'ensemble des DMI? 70%. Et puis, on posait dans la question sur l'équipement, sur est-ce que la PUI est équipée de douchettes? Là, on est à un petit peu moins de 80%, 79%. Si on va un petit peu plus loin dans l'équipement et dans la lecture, la traçabilité et la lecture des douchettes, le premier graphe, en fait, le premier histogramme, la question qu'on voulait poser, c'est est-ce qu'il y a une lecture quand la PU est équipée de douchettes? Est-ce qu'il y a une lecture lors d'un réétiquetage, des étiquettes de traçabilité qui sont réalisées dans l'établissement? Donc là, ce que veut dire ce graphe, c'est qu'en fait, un tiers des établissements procède donc fait une lecture sur un réétiquetage en fait des dispositifs médicaux. Donc on a un tiers des établissements qui font cette pratique. Lorsqu'en fait la PU est équipée de douchettes, quel type de lecture elle va faire? Donc on voit qu'à 54%, on est sur une lecture 1D, donc l'IUD 1D, et à 65% sur une lecture 2D, IUD 2D. Donc bien évidemment, on a un total qui est supérieur à 100%, puisqu'il y a des dispositifs, des douchettes, qui permettent la lecture 1D et la lecture 2D. Sur tout ce qui est circuit, stockage, transport. Donc, est-ce qu'il y a un enregistrement de la réception des DMI par l'API informatisée? On est à 98%. Est-ce qu'une douchette est utilisée pour l'enregistrement de la réception des commandes? Donc là, 65%. Est-ce que lors de la délivrance des DMI au service par l'API, on a un enregistrement informatisé avec les notions de date, de quantité, de délivré, de destinataire, de service destinataire? On est à 76%. Au départ de la DUI, donc là, on a vu qu'en fait, on avait une douchette qui était utilisée à 65% à la réception. Qu'en est-il pour l'enregistrement de la délivrance en unité de soins? On passe à 35% pour que, en fait, doucher et la délivrance aux unités de soins. Dans le lien service PUI et renforcer les liens, la meilleure collaboration, est-ce qu'il existe des référents pharmacie dans les services utilisateurs? Donc là, on a 80% d'établissements qui nous ont répondu, 79% qui nous ont répondu oui. Est-ce que les DMI sont stockés dans de bonnes conditions pour assurer leur bonne conservation? On a 91% d'établissements qui nous déclarent qu'à la PUI, les DMI sont stockés dans des conditions optimales. Pour tout ce qui est conformité des zones de stockage, mais surtout, en fait, ce qu'on cherchait, c'était la gestion rationnelle des péremptions. On est à 95% de conformité. Pour la sécurisation et l'accès limité au personnel autorisé des DMI, on est à 86% de conformité dans nos différents audits. Est-ce que la PUI effectue des contrôles de péremption des DMI régulièrement? On a donc 74% d'établissements qui sont conformes sur ce critère. Sur tout ce qui est retrait de l'eau, retour des services, en fait, est-ce qu'il y a des zones bien distinctes qui permettent d'identifier les retraits de l'eau, les différents types de quarantaine, les retours fournisseurs? On est à 77% d'établissements conformes. Pour ce qui est de la délivrance au service, est-ce qu'en fait la PUI a un document qui permet de faire le rapprochement entre la demande service et la demande à la délivrance PUI? On est à 80%. Sur la procédure transport, est-ce qu'il existe une procédure transport? Est-ce qu'elle est connue des différents acteurs et puis un responsable du transport qui a bien été nommé? Là, on n'est qu'à 44% sur l'intégralité de ces critères. Et au niveau du stockage et surtout du transport, est-ce qu'on a en fait des équipements qui permettent en fait une délivrance au service, une sécurisation du transport et avec un contenant qui est bien identifié? Là, on n'est qu'à 67% d'équipements adaptés et identifiés
au nom du service destinataire. Pour finir, donc là, voilà, là, c'est un peu comme Laurine tout à l'heure, c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres, mais bon, et on vous laissera le temps de bien regarder les différents et puis de vous comparer aussi à la management régionale. C'est aussi l'intérêt de ces audits, c'est de voir aussi l'ensemble des établissements où on en est sur les différentes parties du circuit des DMI. Mais ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que dans les différents points forts, on a des référents, on a un lien pharmacie et service, on a des référents pharmacie qui sont nommés. On a au niveau de la commande, réception et l'inventaire, on a plutôt des scores qui sont très bons. Tout ce qui est entrée de la traçabilité, hein, les premiers éléments de traçabilité dans l'établissement, l'entrée de la PUI, pareil, on est vraiment sur des scores qui sont très bons. Tout ce qui est circuit des demandes, des essais cliniques, tout ce qui est organisation des retraits de l'eau, c'est plutôt bien, même s'il y a encore une nécessité de formalisation. Tout ce qui est requêtage sur les différents champs de la traçabilité au niveau de la PUI, ça on peut bien requêter, les outils le permettent. Il y a bien des conventions en fait de dépôt des DMI, d'accord, notamment pour les dépôts permanents. Il y a une liste définie dans la plupart des établissements au sein de l'établissement. Elle est connue aussi du personnel de l'APUI. D'accord? Et on a une GEF qui permet ces différents critères. Les locaux sont dans l'ensemble plutôt sécurisés. Il y a une gestion des péremptions qui est organisée. Donc voilà les points forts. Si on va dans les points à améliorer, là, tout ce qui est en fait alimentation et comme le disait Anne-Françoise, tout ce qui est automatisation, que ça soit avec les marchés, que ça soit avec la base de données, on voit qu'il y a un problème d'interface. Il y a peu d'établissements qui sont dans le cadre des commandes EDI. Et puis, dans les points à améliorer, on a aussi la délivrance et l'enregistrement de cette délivrance au service qui n'est pas encore opérationnel. Dans les points à améliorer qu'on n'a pas forcément mis en évidence, c'est aussi beaucoup de professionnels, vous nous avez dit que ces difficultés pour requêter sur les DM explantés, de pouvoir les identifier. Alors certains ont trouvé des astuces pour les retrouver, mais c'est assez compliqué dans les logiciels. Un suivi des indications de pause qui est présent notamment pour les DMI hors GHS qui est présent dans un établissement sur deux, même un peu moins d'un établissement sur deux. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, des difficultés, on l'a vu, avec beaucoup d'établissements qui sont en difficulté pour remonter tout ce qui est démat à GHS, avec beaucoup de remontées manuelles, voilà, un manque d'automatisation et des difficultés. Pour le transport des DMI, on voit que ça, c'était un point un peu plus critique. Il n'y a pas de traçabilité de délivrance au service. On n'a pas forcément de contenant adapté et identifié au nom des services. Et puis encore des nécessités de travailler sur tout ce qui est procédure de transport, cette connaissance d'être procédure, et puis aussi tous ceux qui sont responsables de ce transport. Donc voilà sur la partie PUI. Isabelle, je te passe la main. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie PUI? Oui, on peut peut-être faire Isabelle, des tu as questions coupé ton micro. Pardon. Mais sinon, Je crois on peut que faire, oui. c'est vrai que c'était dense, hein, sinon on peut faire une petite pause sur la partie PUI. Je crois qu'il si y avait vous une avez des question Ouais. sur le transport, justement. Attends, il me semble que j'ai vu passer. Oui, j'ai répondu dans le chat. Ah, ok. Mais alors oui, pour argumenter la réponse, j'ai pris de côté certification, hein, avec donc le critère lié aux bonnes pratiques d'approvisionnement des produits de santé, donc qui comprend toute la partie médicaments comme DMS, comme DMI. Donc là-dessus, effectivement, ce qui est recommandé, et également à travers l'arrêté DMI, c'est sécurisation des conteneurs transportant les dispositifs médicaux. Alors après, je pense pas qu'il faille qu'on aille jusqu'à la numérotation du scellé, sauf si vous estimez qu'en termes de risque au sein de votre établissement ou au sein d'un transport on peut imaginer sur des établissements, voilà, où il y a un transport interne, externe, moi y compris, où là, ça pourrait être nécessaire si un autre transporteur intermédiaire intervient. Mais ce qui sera visé à travers l'élément d'évaluation numéro 4, c'est voilà, le fait qu'on ait des moyens de transport qui soient adaptés. Donc, ce qu'on ne veut pas voir passer des cartons qui débordent des conteneurs, des cartons au-dessus des armoires.
et que ça puisse être sécurisé jusqu'au service utilisateur. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on fait de ce critère. Moi, j'aurais 2 questions si c'est possible. Oui, bien. Alors, la première, j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, 26 ou 16% des établissements qui traçaient l'IUD à l'entrée à l'APUI, à la réception. Je sais plus si c'était 26 ou Non, c'est 16%. 42, c'est un établissement sur deux qui utilise l'IUD à la réception, à peu près 49%. Non, mais qui tracent, c'est-à-dire qui chaînent l'IUD, c'est-à-dire que l'IUD remonte à partir de la réception à l'APUI, c'est ça? Et dans ce cas-là, enfin, je sais pas si on peut revenir sur les slides ou si on n'a pas le temps. L'idée, c'est que c'est intéressant. Dans ce cas, est-ce qu'il sera possible de faire un focus sur le circuit de ces établissements-là, de cet établissement ou de ces établissements-là? Quels sont les systèmes d'information qui sont... Alors, peut-être avant, Julien. Attends. PUI, attends, j'ai vu. C'est pas sur. Je sais plus, je l'ai vu. La question 43, la PUI, Ouais, l'IUDD comme porte d'entrée? Ouais, c'est ça. La PUI utilise, comme porte d'entrée, pardon, 49%. 49%. Donc, voilà, c'est surtout ça. Est-ce qu'on pourra faire un focus parce que ça pourra nous aider? Parce que les établissements qui arrivent à chaîner l'IUD à partir de la réception, c'est intéressant. Peut-être d'avoir le schéma du système d'information de ces établissements-là pour pouvoir voilà, travailler avec eux. Voilà. Et la deuxième question, c'est que je n'ai pas vu ou je n'ai pas fait attention, c'est que quand ça descend, ah oui, donc ça va peut-être, on va peut-être le traiter après, c'est le chiffre de la descente de l'IUD dans la lettre de Oui, liaison, enfin dans le oui, DMP et tout ça. ouais, C'est après. Mhm. Ok. On a fait un Voilà. focus carte d'implant, lettre de liaison. Ensuite, après, je me souviens plus si on avait été jusqu'à l'IUD, mais en tout cas, oui, le report des différentes informations. En fait, ce qui était intéressant dans ce partage à travers la grille, clairement, c'est et vraiment à discuter avec vous, hein, c'est le côté où en fait on voit les entonnoirs qui se créent hein, au fur et à mesure où on avance sur le circuit, avec les complétudes en plus à réaliser par les différents opérateurs sur le circuit pour justement réussir à tenir toute la traçabilité de l'information. Et on voit en gros encore le gros des étapes qui restent compliquées à tenir pour faire en sorte que toute l'information elle passe à toutes les chaînes parce qu'il il y a tellement d'étapes et il y a tellement d'intervenants et il y a tellement en fait d'interdépendances logicielles que oui, soit on voit en fait qu'il y a une grosse importance de complétude de données qui est fait manuellement pour essayer de venir combler des choses qui ne se font pas de manière fluide, alors qu'effectivement oui, ouais, l'arrêté nous dit d'être fluide, mais pour le moment, c'est pas ce qui ressort. Ce qui serait intéressant peut-être aussi, c'est de compléter par la cartographie des systèmes d'information. Ouais. Hein? Mais là, on n'a pas autant d'établissements encore qui l'ont fait, mais c'est gentil de nous l'ouvrir à dire, mais c'est vrai, on est tout Non, à mais fait c'est d'accord. que La carto, justement, si elle est on veut s'intéresser aux 49%, peut-être voir quel est le système d'information qu'ils ont et nous, essayer de voir si ça marche chez eux et pourquoi ça ne marche pas chez nous. c'est C'est un ça. peu compliqué. Donc Voilà. là, Abir, elle vient de faire une pub publicité monstrueuse, une promotion monstrueuse de l'outil, mais on t'en remercie. C'est très... Non, mais tu as tout à fait raison. Ah, L'outil, j'ai en pas fait, fait exprès, mais Ah non, mais c'est très bien, mais j'ai pas l'outil, fait en fait, exprès. il est fait pour compléter. Il est ça. fait vraiment pour avoir la complétude côté vraiment informatique du portage de l'IUD à toutes les étapes. C'est tout à fait ça. On voit sur la partie bloc, comme ça on avance, et puis justement on voit le chaînage des infos. Alors, au niveau partie bloc, je vais prendre la parole. Donc, on vous a mis les points forts et les points améliorés que l'on a retrouvés. Au niveau des points forts, donc, c'est la présence d'un référent DMI
donc au niveau de la PUI et ou du bloc, qui est une force et on en a besoin pour fluidifier la communication. La connaissance en fait des professionnels, des référents donc PUI, des correspondants, enfin du correspondant local de matériaux vigilance, donc de la procédure de matériaux vigilance qui a été mis en place au niveau de l'établissement, de la démarche donc à suivre quand on doit faire une déclaration d'événements indésirables. Donc là, on est bien au niveau du bloc. Au niveau donc des points forts que l'on retrouve aussi au niveau du bloc, c'est donc les règles de gestion, rangement, transport, stockage des DMI qui sont respectés. Donc l'inventaire annuel que l'on retrouve donc à 80%, donc qui est fait comme vous l'avez vu au niveau de la PUI. Et le contrôle de péremption qui est à 81%, donc aussi avec ce suivi qui est fait au niveau du bloc. Alors, au niveau des points à améliorer, la connaissance en fait du responsable du système de management de la qualité, donc il est connu à 46% au niveau du bloc. Donc, il y a encore donc, à décloisonner donc, et à communiquer entre les différents responsables au niveau de l'établissement. La liste des dispositifs médicaux implantables, je vais y arriver, qui donc est préconisée au niveau de l'établissement, elle est disponible, elle est connue du personnel du bloc, mais à 26%. On voit que c'est pas encore donc rentré et ça s'est pas encore approprié au niveau du bloc. Le renseignement des indications chirurgicales pour les dispositifs médico-implantables que l'on suit donc en liste en sus ou en intra-GHS. Là, donc, on a du 36% en fait. Donc, il y a aussi un travail à faire d'organisation pour aller chercher ces informations-là. Au niveau du stockage des DMI, là, en fait, on fait focus sur un audit de stockage au niveau du bloc opératoire. Là, donc, actuellement, on a 37% d'établissements, en fait, qui réalisent ces audits. Au niveau donc du contrôle effectif de la réception, quand les dispositifs arrivent de la pharmacie vers le bloc opératoire, là on est à 35%, donc avec une nécessité aussi de traçabilité de cette réception. On fait bien sûr pendant de l'organisation des médicaments, bah, c'est la même chose au niveau des dispositifs médicaux. Donc, on se rend compte aussi qu'au niveau du stockage, au niveau des blocs, on peut avoir un nombre impressionnant donc, de zones de stockage, plus ou moins organisées au niveau des établissements, un mélange de références dans les cases de rangement. Là, il y a donc toute une organisation donc, à mettre en place pour améliorer en fait ce système de stockage. Dans la mesure du possible, là, c'est sûr qu'on ne peut pas pousser les murs dans les blocs opératoires, mais donc il faut effectivement pouvoir avoir une bonne lisibilité du stockage. Au niveau de l'IUD, donc on a donc un point faible puisque les logiciels de traçabilité sanitaire au bloc qui donc intègrent l'IUD, c'est à 40%. Donc il y a encore la marge pour pouvoir donc avoir cette IUD au niveau du bloc opératoire. L'IUD en porte d'entrée donc au niveau du bloc est à 28%. Au niveau de la traçabilité en temps réel en fait du dispositif,
on se rend compte qu'on est à 63%. Alors là, je m'arrête un peu là-dessus parce que une traçabilité, elle devrait être à 100%. Donc là, en fait, on est en temps réel à 63%. Donc il va falloir aussi travailler sur le sujet et donc en tout cas le mettre au niveau du plan d'action. Au niveau donc de la ressaisie, oui, en fait, on a peu d'interopérabilité, hein, donc ça a été une question d'Abir et d'Anne-Françoise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressaisie manuelle, donc parce que justement, on est loin d'être organisé, donc avec nos systèmes d'information dans l'interopérabilité et dans donc l'automatisation. Et c'est là où, comme le disait Abir, il va falloir que l'on travaille sur le sujet et utiliser les outils au regard pour pouvoir s'améliorer sur l'interopérabilité. Alors, donc là, voilà, vous avez tout le détail des résultats que vous pourrez donc vous approprier au niveau de votre établissement. Ça, c'est la photo régionale et vous pourrez vous comparer avec votre situation. Là, donc sur cette diapo, on a voulu faire un focus sur l'utilisation des douchettes au bloc opératoire. Donc, Julien vous l'a fait au niveau de la PUI. Et là, donc, on avait ces questions donc, au niveau du bloc opératoire, de l'utilisation en fait des douchettes à la réception et à la mise en stock. Donc, ça, c'est le graphe de gauche. Donc, où le réétiquetage, en fait, donc, est à 24% pour pouvoir fluidifier donc, la réception et le stockage. Mais il faut savoir quand même qu'à 72%, au niveau du bloc opératoire, on n'a pas de réétiquetage. Et lorsque l'on donc parle de douchettes, alors, des douchettes en indé, donc on a donc 60, attendez, je suis perdue. 65%, voilà, j'y suis. 65% qui n'ont pas d'indé, 30% qui utilisent des douchettes donc, en indé, donc avec lecture de l'IUD. Et pour le 2D, on a 35% donc d'utilisation de lecteurs 2D. Et donc là, comme disait Julien, effectivement, donc, on a plus que 100% puisque le 2D peut lire le 1D donc, pour les douchettes. Au niveau de la traçabilité à l'utilisation, donc là, en fait, on a 70% de la traçabilité qui donc, est faite sans surétiquetage. Donc, et pour l'utilisation des douchettes indé, donc on est dans un tiers des cas, on utilise des douchettes indé et dans un tiers des cas, des douchettes 2D pour la traçabilité à l'utilisation. Enfin, donc là, on voulait donc voir la traçabilité au niveau avec l'utilisation de l'IUD donc comme porte d'entrée. Donc là, au niveau du bloc opératoire, on est à 28% en fait de l'utilisation de l'IUD. Au niveau de la traçabilité sanitaire informatique réalisant en temps réel, on est à 63%. Et au niveau des logiciels de traçabilité sanitaire, donc au niveau du bloc, mais qui intègre l'IUD, là, on est à 40%. Alors là, ce que l'on voulait montrer, c'est qu'il y a beaucoup de saisies manuelles des données pour pallier justement à donc, la non
disponibilité de logiciels. Et de ce fait, donc, à 52%, on est donc en situation manuelle, dégradée, je dirais. Donc un établissement sur deux utilise cette solution dégradée pour justement donc faire cette traçabilité. Donc, au niveau des lecteurs qui sont utilisés, donc on a 63%, non pas 63, c'est 83% qui en fait utilisent directement des lecteurs pour donc lire le dispositif. Il est en 1D pour un tiers des cas et en 2D pour un tiers des cas. En fait, sur cette slide-là, on voulait attirer votre attention sur, au final, on a retrouvé vraiment une multiplicité, une hétérogénéité des organisations quant à la traçabilité sanitaire. Que ça dépend du domaine d'activité, que ça dépend des dispositifs, du type de dispositifs médicaux implantables. Ça dépend donc de l'équipement du bloc opératoire et que dans la plupart des cas, pour pallier au manque d'interopérabilité, on utilise des mesures dégradées. Donc là-dessus aussi, il va y avoir du travail donc, au niveau des établissements sur ce sujet-là pour coller au niveau de l'arrêté du 8 septembre 2021. Enfin, donc, au niveau des requêtes que l'on peut faire, donc, l'établissement donc, a la possibilité de faire des requêtes à la fois donc, avec les données patients, avec les données des produits sur les pauses des DMI et puis le stock au niveau de la PUI et du bloc. Là, donc, on est à 95%. Mais quand on pose donc la question au niveau du bloc opératoire, est-ce que vous pouvez faire vos requêtes à partir des données patients, des données produits, de la pause? Là, on descend à 56%. Et donc, quand on est au niveau du bloc opératoire, est-ce qu'on retrouve les échecs de pause? Là, on est donc à 79%. Au niveau des indications de pause, donc on a le versant donc, de la PUI et le versant du bloc que l'on a été recherché. Au niveau du versant de la PUI, les renseignements d'indication de pause qui sont nécessaires pour le suivi de la traçabilité financière, donc tout ce qui est liste en sus, on est à 53%. Donc, au niveau du bloc, dans les indications, non, au niveau de la PUI, pardon, dans les indications, donc, pour les échecs de pause et pour les pertes de vue, là, on est dans ces cas-là à 100%. Et pour les DMI qui sont explantés, la connaissance de la PUI des DMI explantés, là, on descend à 14%. Donc, on voit qu'il y a un manque de communication entre, donc, sur certains sujets, au moins donc, à améliorer donc, entre donc, la PUI et le bloc. Au niveau du bloc opératoire, donc la prescription du DMI est réalisée avec l'indication de pause pour les DMI intra-GHS et les DMI donc liste en sus. Là, donc, que ce soit informatisé ou non, on voyait donc la traçabilité financière. Là, on est à 49%. Donc, vous voyez qu'on perd énormément d'informations et on est en traçabilité financière. Donc, il y a cette faiblesse que l'on a donc retrouvée au niveau des établissements et pour lequel il va falloir donc travailler cette communication pour bien déclarer en fait au niveau du PMSI ce que vous posez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au niveau du bloc opératoire?
Vas-y, Anne-Françoise. Merci. Je suis assez étonnée du taux de réétiquetage. Je trouve que c'est un quart, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que il y a un lien direct entre ce réétiquetage et la marque d'un logiciel? Alors Donc là, il c'est faudrait. Ouais, Alors, c'est on n'a pas pas été qu'à nous de jusque-là. répondre. Ouais, ouais, c'est pas qu'à parce nous de que répondre. je ne sais pas s'il y a des collègues qui réétiquettent là, qui sont autour du micro, mais moi je trouve que c'est beaucoup, hein, un quart, hein, surtout que c'est l'IUD qui doit être saisi. Ensuite, j'ai pas vraiment très clairement en tête le nombre le pourcentage de traçabilité aux patients en utilisant le code barre, en fait. J'ai pas réussi. Est-ce qu'on est à moins de 50? C'est-à-dire que dans la moitié des cas, on saisit manuellement le patient et son implant, c'est ça? Attends, on peut repartir en arrière sur les diapos que je puisse Ouais, regarder. parce qu'il y avait un D, 2D, d'accord. Mais C'est à tous les niveaux, finalement, on pallie en fait au manque, pour pouvoir retrouver les données. Le ah mais d'un souci qu'on a d'interprétation sur, dans oui. tous les cas, les chiffres, c'est Mmh. on n'a pas audité le même type de bloc, on n'a pas suivi le même type de DMI, et on peut avoir, au sein d'un établissement, une réponse, en fait, qui est soit propre à un bloc, soit propre à une organisation générale. Donc, c'est là où voilà, où là, nous, Donc on ne ça reste sait entre pas guillemets dire l'interprétation. Ouais, parce voilà, on on ne n'a pas sait pas suivi dire. en fait, D'accord. tu vois, tous le même DMI ou tous le même type d'activité. Et en plus, il faudrait aussi qu'on suive, comme tu le dis, le type de logiciel, le type de douchette, pour être Oui. encore plus fin. C'est pour ça que ouais, la diapo suivante, on marquait bien qu'il y avait vraiment une C'est parce que tu hétérogénéité. vois là, tu as une saisie manuelle des données. Est-ce que ça signifie que On toutes pallie. tes données sont rentrées manuellement au moment de la pause et donc on est bien à 50, ouais, la moitié des établissements qui font de la saisie manuelle, quoi. Ouais. Mmh. Ou D'accord, tu OK. peux, ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu peux te dire, est-ce que c'est fait en saisie manuelle ou bloc? Est-ce que c'est fait en saisie a posteriori? Tu sais, c'est là Ouais. où en fait, ça s'arrête et c'est propre à chaque observation qu'on va faire de chaque établissement. Et comme Ouais, on a d'accord. En Ouais, fait, d'accord. on a un établissement sur deux qui n'ont pas toutes les données pour pouvoir faire avoir enfin, une bonne organisation de la traçabilité. Et Mmh. du coup, ils vont chercher des données de façon manuelle, donc pour pouvoir en fait travailler correctement et avoir cette traçabilité. Mmh mh. Mmh. Bah, de toute Il y a façon, des pertes d'informations. le souci, c'est toujours, hein, en partie, l'éditeur, hein, les éditeurs. Je pense que nous, professionnels et vous, je sais pas comment vous pouvez faire pour remonter ça auprès des éditeurs. J'enregistre des données entrantes de traçabilité, dont l'IUD-UID, d'accord? Donc, Mmh. je vérifie que mon code barre appelle bien les éléments que je suis en train d'enregistrer et dans le bloc, je scanne et c'est les éléments qui ont été entrés qui suivent ensuite au patient, quoi. Pourtant, c'est tellement simple. Bon, pardon, on est déjà très en retard. Par contre, ce que je peux te compléter comme information par rapport aux données brutes, parce que là, forcément, ils ont été retravaillés pour être positionnés sur cette question. Donc là, c'était la question 94. Quand tu observes chaque réponse individuelle d'établissement, grosso modo, ceux qui nous déclarent faire une saisie manuelle des données ne font pas de lecture directe d'IUD 1D derrière. Ah, logique. Ouais, globalement, je veux dire, là, on est moins sur un côté de multi. Alors, j'en ai quelques-uns hein, quand même, hein, qui arrivent en fait à avoir à faire de la complétude de données et à faire du 1D. C'est pas une règle, mais les Mmh, trois quarts de ceux qui nous disent le faire n'ont pas de douchette associée. d'accord, merci. Donc, tu as des niveaux de réponse qui sont complètement différents. Tu peux avoir des niveaux aussi de oui sur la saisie manuelle des données,
Là, par exemple, j'ai un établissement qui fait de la saisie manuelle de données, mais qui a également de la lecture directe 1D et 2D. Donc là, j'ose comprendre qu'en fait, il est obligé, en fonction du type de DM ou du type de bloc qu'il a, il répond en fait sur une image globale et il a ses différentes actions. On continue sur la partie service et patient. Alors, sur la partie service et patient, là déjà, on repart sur 43 rapports. Pourquoi? Parce que dans l'interprétation et surtout le chiffrage complet, hein, quand vous avez fait des données, on a réintégré également des établissements qui avaient été en établissement test et c'est grâce à ce test qu'on avait pu justement réintégrer des onglets services, des onglets patients et l'onglet également du quick audit. Donc là, les chiffres qu'on vous donne sont sur 43 établissements parce que 3 établissements n'avaient pas pu réaliser ou n'avaient pas de toute façon réalisé l'interview service. Donc, on a fait un focus sur les 4 premières questions. Donc, on voit que la fiche de liaison, elle est existante, qu'elle soit papier ou qu'elle soit DPI. On a 89% de réponses. On voit qu'il existe des documents d'information type pour le patient sur son intervention et sur sa pause. Bon, à 73%, certes, bon, il y a encore des marges d'amélioration, on verra en point avec justement les exigences liées à la certification. Et est-ce que ces documents sont transmis au service d'hospitalisation pour la remise au patient à sa sortie? 79% des établissements nous déclarent que c'est le cas. Sur la part de l'information patient de la part des professionnels, avec une explication sur l'implantation de la part de l'implanteur ou d'un autre professionnel de santé, les établissements nous déclarent être en conformité à 84%. Ensuite, on a vu, par le jeu d'interview, les entretiens auprès des paramédicaux qui confortaient la dispensation qui était faite par les paramédicaux, donc du service d'hospit en aval, et de conseils de suivi, de consignes de suivi à transmettre auprès des patients. On a voulu vous faire ensuite un focus carte d'implant et information patient. Donc là, on l'a repris sur les différents volets parce que, souvenez-vous, dans la grille, la carte d'implant revient sur le côté institutionnel, sur le côté de remplissage au niveau du bloc opératoire et revient également par rapport à un constat en service et un constat à travers les audits de dossier. Donc, si on regarde sur le côté carte d'implant institutionnel à travers le regard du management, on voit déjà que sur la partie management, il nous reste quand même 20% de travail à faire sur la partie identification du patient. Donc, ça veut dire qu'il nous manque un des éléments marqueurs dans l'identitovigilance. Alors là, on n'a pas été dans le détail de ce qui nous manque, mais on pourrait. Ensuite, la date de pause à hauteur de 20%. Et le lieu de pause, c'est-à-dire le nom et l'adresse de l'établissement ne figurent pas, en tout cas dans la version institutionnelle, on n'arrive pas encore à le ramener. Sur le côté en fait, de l'identification du professionnel poseur, ça monte quand même à 55% avec ce manque d'identification. Et sur la part de l'embarquement de l'IUD à 70%. Ensuite, le type de DMI à hauteur de 33%. Le fait de réussir à également embarquer la référence du DMI, bon, on est conforme à 76, mais il nous en manque 22. Embarquer le numéro de série ou le numéro de lot et embarquer la date de péremption quand cela est possible. Embarquer le nom du fabricant. Là où c'est le plus compliqué institutionnellement parlant, c'est la notion de la durée de vie et des informations fabricants. Alors, on en avait déjà débattu avec les établissements lorsqu'on avait fait les tests, lorsqu'on avait fait en fait l'explicatif au déploiement de la grille. C'est ce qui est prévu à travers l'article 18 du règlement européen. Donc, c'est toutes les mises en garde et précautions à prendre qui sont théoriquement portées par la carte d'implant du fabricant, mais qu'on demande à travers l'arrêté d'embarquer à travers faisant fonction de la carte d'implant institutionnelle. Donc, on voit que c'est une partie qui reste très très compliquée à avoir. Sur le versant en fait bloc, alors sur le versant de bloc, on s'intéressait là à la complétude des données, hein, donc suite à l'intervention, la carte d'implant, qu'elle soit fabricant institutionnel, est complétée et transmise au service aval avec toutes les informations nécessaires. Donc encore une fois, si on reste au pur de ce que nous demande de l'arrêté,
on voit à peu près les mêmes problématiques, hein, c'est-à-dire que même au bloc, on a encore 20% d'identification du patient qui ne sont pas complètement conformes. Ça redescend sur 11% au niveau de la date de poste, 18% au niveau du lieu, mais la problématique de l'identification du professionnel poseur et surtout de l'IUD, elle remonte à 36 et 42% respectivement. La dénomination, c'est par contre redescendu de 20 à 11. Le type de DMI, on est sur 27% sur lequel il nous manque encore des infos, bon, ce qui est un peu dans la logique des choses, hein, si on est sur la complétude entre le côté institutionnel et le côté bloc opératoire. Et pareil sur la partie référence numéro de série. Là où, avec des chiffres identiques également sur le côté de la date de péremption. Et donc, même problématique sur la partie de pouvoir embarquer au niveau du bloc opératoire la durée de vie des informations. Donc, on est en complète corrélation avec le chiffre précédent. On a voulu ensuite regarder le côté lettre de liaison et carte d'implant et la notion de transmission de la carte d'implant du bloc opératoire vers le service d'aval. Donc là, ça venait toper la partie des onglets liés à l'audit de service et ensuite l'audit de dossier. Donc, ce qu'on voit en point d'amélioration, c'est qu'à travers l'interview patient, on a quand même en fait du travail sur l'information des IDE, sur la fourniture, la complétude entre guillemets des informations et surtout sur le fait d'aller transmettre ces cartes d'implant et pourquoi il faut les transmettre aux patients. Sur le versant en fait de la lettre de liaison, eh bien, on voit que les informations qui sont théoriquement portées à travers la carte d'implant et qu'on devrait retrouver dans la lettre de liaison, déjà, en termes de transmission, on n'a que 57% de transmissions sont déclarées être transmises. Et quand on veut retrouver la trace de la remise de la lettre de liaison, on arrive à 63%. Donc, en fait, ce qui manque en éléments, les IUD, les dates de péremption, les durées de vie, et il manque également la traçabilité du courrier de sortie dans le dossier médical, la traçabilité de la remise de cette lettre de liaison, qu'elle soit en main propre ou a posteriori par jeu de courrier, par jeu de déversement dans le DMP, dans mon espace santé. Même constat côté carte d'implant, les 53% des établissements nous déclarent en fait, disposer d'une carte d'implant institutionnelle, mais on a mis la notion de défaillance. Voilà, il y a des DMI pour lesquels les fournisseurs font défaut sur des cartes d'implant papier, ce qui fait qu'en fait, c'est la carte d'implant institutionnelle qui fait foi, et forcément, on n'a pas forcément tous les éléments sur le côté institutionnel, et on a beaucoup également, à travers la grille, vu que c'était des comptes rendus opératoires qui faisaient cette fonction de carte d'implant institutionnelle. Sur en fait une des questions qu'on avait en 105 et 106, on voulait en fait savoir en cas d'utilisation de la carte d'implant fournie par le fabricant, cette dernière est-elle complétée par le bloc et surtout cette dernière est-elle transmise au service d'hospitalisation pour la remise aux patients sortis. En fait, on n'est pas à 87%, on n'est pas à 100%, on est à 87%. Donc là, effectivement, il faut qu'on arrive à travailler sur cette liaison secteur interventionnel, secteur d'hospice, pour atteindre justement une traçabilité complète et une remise complète des informations au service en aval. Et quand on utilise une carte d'implant institutionnel, est-ce que celle-ci, elle va être transmise au service pour permettre d'être remis au patient? Là, on tombe à 53%. Donc là, ça sous-entend derrière que même quand on a un document institutionnel qui fait office de carte d'implant, le service en aval n'a pas forcément l'information lui-même pour pouvoir aller la transmettre au patient. Ensuite, on a récupéré également toujours les éléments autour de la lettre de liaison et de la carte d'implant à travers les quick audits. Alors là, les quick audits, tous les établissements, que ce soit en audit croisé ou en audit éval, ne nous ont pas retransmis leurs résultats. Donc là, les éléments qu'on va vous transmettre portent sur 17 établissements, soit 83 dossiers d'audit 83 dossiers qui ont été audités et qui nous ont été transmis. Et comme on le disait en préambule, on a fait évoluer au départ cet onglet qui comportait en fait un audit de dossier de 5 dossiers uniquement à travers audit croisé et auto-éval, et on l'a fait passer en fait en mode vraiment de quick audit
avec une mise à disposition, avec une version qui se recalcule auprès de 30 dossiers maintenant. Donc, ce que ça a montré, cet audit de dossier, c'est que la carte d'implant, elle a été retrouvée qu'à 41%. Alors, la lettre de liaison, très bien, 95%, mais en fait, dès l'entrée dans le Quick Audit, ce qu'on voulait savoir, c'est quand on ouvrait le dossier, est-ce qu'on retrouve ces éléments-là? Donc, on voit que la lettre de liaison, c'est bien dans les mœurs, mais la carte d'implant, il reste encore du travail à faire. Et sur les éléments de la lettre de liaison, donc ça vient corroborer ce qu'on vous disait sur la mise en commun avec les 44 établissements qui ont participé, hein. Là, pour les 17 audités, en termes de transmission de lettre de liaison, on est à 57. Et en termes de traçabilité de cette remise ou traçabilité de l'envoi de la lettre de liaison, on est à 63%. Donc, quand c'est transmis, ça n'est tracé qu'à 63%. Si on passe au côté en fait, de ce qu'on retrouve comme élément qui devrait être présent à la fois dans la carte d'implant et dans la lettre de liaison, bon, de la même manière, il nous reste quand même un gros boulot. Donc, tu vois, Anne-Françoise, là, pour le coup, on répond à travers, entre guillemets, l'audit de dossier à la demande que tu portais en tout début de webinaire. Et on a un gros travail encore à faire sur la possibilité de venir implémenter l'IUD à l'intérieur de cette lettre de liaison. Actuellement, personne n'arrive à le faire. En tout cas, personne ne déclare pouvoir le faire. Et sur l'identification du professionnel, on tombe par rapport aux résultats qu'on vous a communiqués précédemment à 69%. Mais sur la dénomination du DMI, la référence de la DMI, le numéro de série, les dates de péremption, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, on descend doucement. On voit bien qu'on n'arrive pas à embarquer tous les éléments d'information. Et encore moins les éléments liés en fait au nom du fabricant, à la date d'utilisation du DMI au sein de l'établissement. Et donc les deux chiffres que vous voyez là, les deux derniers, les 57 et les 63, c'est ce dont on vous parlait avant. Enfin, sur la part de type de carte d'implant qui était remise aux patients, on n'a que 20% des établissements qui, à travers les audits, qui nous disent utiliser la carte d'implant fabricant, donc 80 à l'institutionnel. Et sur la traçabilité de la remise de la carte d'implant retrouvée au sein du DMI, on n'a plus que 23% de cette traçabilité qu'on arrive à retrouver au sein du DPI de l'établissement. Donc, là, si vous voulez bien, on va essayer d'enchaîner avec la partie information patient, parce que ça vient en complétude complète avec les chiffres qu'on vous met. On a voulu faire un lien avec les attendus de la certification dans le nouveau manuel et vous faire un repérage sur le circuit du DMI des différents attendus à travers la nouvelle version de la certification. Laurine et Noël, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, donc l'idée de cette restitution aussi, c'est de refaire le lien aussi avec la certification, hein, parce que ce manuel V2025 vient aussi apporter des éléments sur le DMI, et notamment par le critère 1.2-03, où il est bien dit, le patient connaît les dispositifs médicaux qui lui sont implantés durant son séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées. Donc, l'explication, hein, les attendus, le patient doit être informé du dispositif médicaux qui lui sont implantés au cours de son séjour. Cela inclut une explication de la nature du dispositif, son fonctionnement, les bénéfices attendus et les risques ou complications. Le patient doit être également informé des mesures à suivre, les mesures de suivi à respecter en fait après l'implantation, que ce soit en termes de soins ou en termes de contrôles médicaux, de précautions particulières à prendre par rapport à ce dispositif médical. La carte d'implant, elle doit être fournie au patient, et il est bien redit dans ces attendus que la carte d'implant mentionne les informations permettant l'identification du dispositif, dont le nom, le numéro de série, le numéro de lot, l'IUD, le modèle du dispositif, ainsi que le nom, l'adresseur et le site internet du fabricant.
On doit y retrouver aussi les mises en garde, les précautions ou mesures à prendre par le patient ou par le professionnel de santé à l'égard des interférences réciproques avec des sources ou des conditionnements d'environnement extérieur ou des examens médicaux aussi raisonnablement prévisibles. On doit retrouver aussi tout ce qui est information sur la durée de vie prévue du dispositif et le suivi éventuellement qui est nécessaire à ce dispositif. Toutes les informations destinées à garantir l'utilisation sûre du dispositif par le patient et donc notamment tout ce qui est information quantitative et qualitative qui sont généralement sur les matériaux et puis tout ce qui est substances auxquelles le patient est susceptible d'être exposé. Et puis tout ce qui est l'ensemble des informations doit être noté donc dans les différents dossiers du patient, enfin en tout cas dans le dossier du patient pour que ce soit accessible par tous les professionnels qui prennent en charge le patient. Une communication transparente et adaptée à chaque patient permet de renforcer sa compréhension et son engagement dans le suivi de sa santé tout en assurant la sécurité et la durabilité du dispositif implanté. On remet encore l'accent dans cette phrase sur l'importance de la compréhension du patient et de son engagement en fait par rapport au suivi de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. On a mis en lien également tout ce qui est les autres critères qui sont dans ce même sens, le critère 1.2-04 où le patient présent de sa sortie connaît les consignes de suivi pour sa prise en charge, continuité, traitement, rendez-vous médicaux et donc les DMI. Le critère 2.1-01, les équipes de secteur de consultation et soins externes se coordonnent avec l'équipe de secteur d'hospitalisation. Ça, c'est une grande nouveauté dans le référentiel, puisque vient apparaître maintenant la coordination entre les consultations et puis les secteurs d'hospitalisation. Le critère 2.1-07, les équipes des secteurs interventionnels se coordonnent pour la prise en charge des patients. Avec cette partie, les équipes se transmettent les informations utiles en amont et en aval de l'intervention pour sécuriser la prise en charge du patient. Donc toujours notamment ce suivi de DMI. Et on n'oublie pas donc en critère 2.1-14 la lettre de liaison à la sortie qui est remise au patient et qui permet donc la continuité du parcours de soins. Donc dans les éléments d'évaluation, il y aura des éléments qui vont être recherchés au niveau des professionnels avec, la positif médical implantable, son identification et l'information du patient sont tracées. Donc on disait, juste avant qu'au niveau traçabilité, on n'était pas forcément très bon, donc axe d'amélioration à mener pour beaucoup d'entre nous. La carte d'implant ou équivalent contenant toutes les informations liées au dispositif médical implanté et remise au patient à sa sortie. Donc là où effectivement, si c'est remis, c'est pas forcément tracé et où tous les éléments ne sont pas forcément repris dans la lettre de sortie. Des éléments, au niveau des éléments d'évaluation, on ira aussi vers le patient en recherchant si avant sa pause, avant la pause du dispositif médical, le patient a été informé son type de dispositif, la durée de vie prévisionnelle du dispositif, le suivi qui devra y avoir suite à cette mise en place du dispositif, s'il peut y avoir des problématiques particulières, voilà tout ce qui est information sur le dispositif. Et puis le patient est informé effectivement donc des complications possibles et des conduites à tenir. Voilà. Donc l'interview patient, voilà, ce sera donc une interview patient, je vais y arriver, avec la consultation chirurgicale ou médicale qui est préalable à l'intervention et où le patient est interviewé. Les patients interviewés ont reçu des informations sur la pose du DMI. On s'assure de la bonne compréhension en fait, par le patient sur le déroulement de la prise en charge, comment ça va être fait et ce qui va se passer derrière. Et puis, en problématique soulevée, le patient qui est non sortant, est-ce qu'on va rechercher s'il n'y a pas de vérification possible de la remise de la carte d'implant au patient, s'il y a des documents d'information qui n'auraient pas été remis ou qui auraient été remis, au contraire, au patient, notamment sur sa pose de DMI. Donc ça, c'est sur un audit traceur ciblé.
Dans le critère 1.2-04, le patient en prévision de sa sortie connaît les consignes de suivi pour sa prise en charge. Les éléments d'évaluation sont recherchés surtout au niveau des professionnels et donc on voit encore toute cette partie sur les consignes post-opératoires, post-thérapeutiques pour détecter des éventuelles complications. On a aussi toutes les informations relatives à l'acte technique et puis les examens complémentaires, bien sûr, et consultations qui sont prévus. On recherche aussi tout ce qui est les modalités d'appel direct dans le service si le patient détecte une complication. Et puis on revient encore toujours sur cette lettre de sortie, cette lettre de liaison en fait, qui reprend toutes les explications nécessaires pour le suivi du dispositif médical et puis le suivi bien sûr du patient, avec notamment l'apparition aussi dans ce critère, le lien vers le dossier médical de mon espace santé, sauf opposition du patient. On vous a mis, donc voilà, hein, pour rappel, ou si jamais vous ne le saviez pas, donc il existe une fiche pédagogique de la HAS qui est à disposition sur le site pour voilà, qui reprend tout ce qui est recherché en fait par les experts visiteurs lors de cette lors de l'investigation sur le DMI. Donc voilà. Alors, information patient, l'établissement. Oui. Voilà, c'est un focus sur le consentement, on voulait vous faire aussi, parce qu'en fait, Oui. c'est vrai qu'à travers la grille, on les avait élagués des diapos précédentes. Donc là, on a fait un focus exprès sur la partie consentement. Vas-y, Noël. Voilà, donc sur la partie consentement, c'est parce que j'étais encore sur la grille, c'est pour ça. Donc, donc l'établissement est organisé pour recueillir le consentement du patient par rapport à la pose du DMI, donc 72%. Donc voilà, ça avance, mais il y a encore un petit peu de travail hein, dans vos plans d'action. Demandez-vous systématiquement le consentement du patient en consultation pré-chirurgicale, donc dans 94%, hein, c'est fait en consultation. Et durant cette consultation, le patient reçoit-il des informations sur son intervention et la pose du dispositif médical? 95% des patients disent avoir reçu les informations effectivement. Donc, ce qui est plutôt très bien. Vous a-t-on demandé votre consentement pour la pose du DMI? Donc là, c'est sur le préopératoire, hein, de nouveau, 72%, donc ce qui rejoint la question du recueil du consentement, question 32. Donc ça fait toujours partie des critères hein, qui vont être évalués lors de la certification également, hein, le consentement du patient. Est-ce qu'il a bien compris le soin, ce qui va lui être fait et toute la prise en charge du dispositif derrière. On est sur un patient traceur et attention, on est sur un critère impératif. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux annexes? Pas de questions? Moi, j'avais une question par rapport à la fiche pédagogique là, qui a été présentée. La fiche pédago, évaluation de la chirurgie des secteurs interventionnels. C'est pour le patient traceur, c'est ça? En fait, c'est une fiche c'est la Haute Autorité de Santé qui met des fiches pédagogiques à disposition. Et l'idée dans ces fiches pédagogiques, c'est comment les experts visiteurs vont aller, on va dire, évaluer les critères en lien avec ce secteur interventionnel. Donc là, c'est une toute nouvelle fiche pédagogique hein, qui vient de sortir suite à la parution du nouveau référentiel. Et l'idée dans ces fiches pédagogiques, c'est que vous avez l'œil de l'expert visiteur, qu'est-ce qu'ils vont aller rechercher, etc. Ce n'est pas forcément en lien avec une méthode, mais c'est surtout en lien avec les critères, en disant, bah voilà, la HS a posé ces critères, voilà pourquoi, et voilà ce qui sera évalué. Voilà ce que les experts visiteurs vont aller chercher en établissement. Et Donc il en n'y en a fait, la pas fiche, elle va une pour les décrire. blocs, enfin, c'est la même secteur interventionnel, y compris le bloc opératoire, j'imagine. Dans cette Oui, fiche-là, en alors, fait, vous avez tout ce qui est information du patient avant la pose, tout ce qui est information à donner aussi après l'intervention, les actes effectués, les transferts vers d'autres services. Là, on est vraiment sur le suivi du DMI.
Après, il existe une autre fiche où on est vraiment sur les secteurs interventionnels, sur le bloc. Est-il possible d'avoir cette fiche-là On l'a envoyé dans la conversation. Et pour répondre et compléter Noël et Laurine, en fait, la fiche pédagogique, normalement, je vous l'ai mis en lien dans la conversation, vous pouvez aller Oui, oui, oui. directement la télécharger. Oui, je Et l'ai elle, téléchargée. Oui, voilà. Et là, en fait, tu vois, elle reprend vraiment les différents les secteurs interventionnels concernés. Donc, d'accord. nous, on a fait un focus pour le jour d'aujourd'hui, effectivement, sur les Ouais, DMI, mais elle est beaucoup plus vaste que ça. Elle va reprendre toute la partie, en fait, de l'environnement, des DMI, de la coordination autour du patient, l'antibioprophylactie, la maîtrise du risque infectieux, la sécurisation du parcours. Elle reprend plein de critères. Elle est plutôt bien foutue, clairement. D'accord. Et c'est vrai que on a Excuse-moi, eu mais on elle a eu reprend les critères qu'on a vus avant, en fait. Elle les Ah, pas que, synthétise. pas que, Pas que, d'accord. pas que. Parce qu'elle est beaucoup plus ouverte qu'au DMI. Elle reprend également Oui, oui, les. mais Voilà. ce qui Mais concerne les oui, oui, DMI, entre nous, voilà, on a ok, fait, voilà, nous, on a fait focus uniquement aujourd'hui très sur le bien, DMI, ok. mais elle est beaucoup plus Oui, oui, large que oui, ça, tout à oui, fait. oui. Est-ce que c'est possible d'avoir le diaporama je ne sais pas si vous avez prévu de nous l'envoyer, s'il vous plaît. Si, bien entendu. Mm. Le but, c'était vraiment. On voulait vraiment, par rapport au fait de vous réunir en mode auto-croisé croisé plus éval, on n'a pas eu tout à fait la même approche que lors de la première restitution dite croisée. Entre deux, on a eu en plus le manuel certif qui est paru. On a eu la complétude des données justement sur le côté de la lettre de liaison de la carte d'implant. Donc, on a poussé un petit peu plus loin en fait par rapport à la première restitution que certains d'entre vous avaient pu avoir. Donc, on voulait vraiment avoir une autre, Ok. du moins, que ça soit pas répétitif pour vous, que ça soit vraiment dans le complément, tout en répondant également, en fait, voilà, pour ceux qui étaient en mode auto-évaluation, avoir voilà, des éléments de langage communs et complémentaires par rapport à notre première restitution. Et bien Et ils entendu, reprennent pas la checklist 48 heures, par contre. Ah oui, c'est pas vrai. dans celle-là, non. Ok. Pas dans les Il y en a critères. d'autres encore en Non, attente. oui, il y en a d'autres. Pour ceux qui ont des doubles casquettes, nous, on attend depuis 1 an et demi là, la fiche pédagogique PECM. Donc, on espère qu'elle ne va pas tarder parce que c'est pareil, on a plein de questions sur la coordination autour du patient sur la casquette PECM. Ouais. Et puis, on attend aussi le nouveau décret de traçabilité. Ouais. Ça aussi, hein. C'est quoi la suite merci, c'était très intéressant. Et quelle est la suite alors à tout ça? Ouais. Tu peux repartager le diapo, Laurine? Ouais. Je suis désolée, je suis un peu pressée. Donc, en annexe, on voulait, j'anticipe le temps que tu, on vous a mis plusieurs informations qu'on souhaitait développer également donc avec vous. Donc, il y a le côté 53 diapos. 53 diapos. Non, c'est le même. On a fait ça. Non, d'accord. Non, il reste 3 diapos, rassure-toi. Ah, d'accord, ok. Pas de panique. Il reste 3 diapos. Le diapo, en fait, à partir de la diapo 46, vous retrouverez tous les résultats régionaux sans commentaire quelconque de notre part. C'est vraiment là pour vous, pouvoir vous comparer par rapport à vos propres résultats. Là, on a fait de l'analyse intermédiaire. Là, tout est dans l'ordre chronologique de votre grille. Ouais, merci. Les annexes bleues, par contre, correspondent en fait à des annexes type fiche d'information, outils existants. Parce que vous l'avez compris, on a fait un gros focus là également sur l'information patient. Et là, le but, c'était de partager avec vous, pour ceux qui ne le connaissent, 1, 2, 3, qui ne les connaîtraient pas, avec nos collègues d'Omedit Grand Est. En fait, Grand Est, à travers un certain nombre de critères autres, ont pu déployer des fiches informatives sous forme de triptyque. Donc là, on vous a mis le lien rapide pour pouvoir y accéder, 1, 2, 3, y accéder, je vais y arriver, avec un exemple rapport aux bandelettes urinaires, par exemple là dans le traitement, mais vous avez en fait ici la liste il y a une douzaine de fiches qui existent. Ouais. Là, il ne parle pas de la carte patient. Il ne parle pas dedans de la carte patient. C'est dommage. On va travailler. Genre, On souhaite travailler avec eux
sur des fiches complémentaires par rapport à celles qu'ils ont déjà rédigées. Donc l'idée était avec vous. Là, on a été contacté de mémoire. C'est Ludovic Lewers qui t'a contacté. C'est le deuxième RSMQ. Ou Thomas Ou Thomas. Languin. Ouais, J'espère Thomas. que je ne me trompe pas de personne. Ouais, J'en c'est suis Thomas. désolée si c'est le cas. Éventuellement, voilà, s'il y a des points par rapport à cette liste de fiches qui manqueraient, nous, on aimerait bien venir compléter. On a l'accord complet justement de bosser en collaboration interrégionale sur la maquette complète et venir compléter des fiches n'existant pas. Donc, on avait pensé notamment au neurostimulateur. Il me semble que c'était une des thématiques que côté Jubilé, vous voudriez qu'on mette il y en a en avant. plein. Il y en a Sans encore doute. pas Donc, mal c'est à pour ça. faire, quoi. Voilà. Mais pour les établissements qui n'en ont pas, entre guillemets, encore Oui, c'est propres, génial. voilà, l'idée, c'est de pouvoir disposer de fiches existantes et de pouvoir avoir déjà des premiers outils à destination de vos informations patients et de pouvoir les remettre à vos patients. Toujours dans ce cadre-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu déjà un film qui a été tourné il y a de ça 2 ans, qui était complété par le Médic Nouvelle-Aquitaine. Alors, il n'est plus disparu, vous voulez qu'on Ah, vous il est regarde. d'accord. Le voilà, on vous donne le lien, la vidéo YouTube, vous pouvez aller la télécharger. Il a été complété d'un certain nombre d'informations, donc on vous invite à récupérer. Maintenant, la vidéo fait 7,50 € avec des... 7,50 €, 7,50 €, désolé, j'ai trop vite. Avec des compléments et des interviews de médecins et de patients. Donc, vous aurez le lien en hypertexte sur la présentation qu'on va vous envoyer et également des flyers alors en type A3, A4, A5. Ça, c'est pour la promotion en consultation, en consultation péropératoire. Voilà, c'est vraiment une sorte de mise en alerte patient. Et sur le côté outils HAS, Noël ou Laurine, je ne sais pas qui de vous, je vous laisse communiquer sur le type d'info. Oui, c'était pour vous remettre quand même à disposition les flèches sécurité patient de la HAS, puisqu'effectivement, il y en a un qui était sorti sur des problématiques sur des dispositifs médicaux implantables, et puis qui peut un petit peu être à diffuser, mais c'est surtout pour les ingénieurs qualité qui seraient présents pour ce webinaire. Voilà, des brochures pour aider les praticiens au niveau des consultations sur comment expliquer, faire dire, communiquer avec son patient, ou alors pour le patient, au contraire, oser parler à son médecin, savoir quelles questions poser quand on va quand il va en consultation. Voilà, ça reprend des questions assez pratiques et qui peuvent rassurer le patient et oser parler avec le médecin. Voilà. Ok. Une dernière question, on profite puisque tout le monde est autour de la table. On en a beaucoup parlé avec Anne-Françoise et je ne sais pas si ça sera possible. Peut-être Hauts-de-France créer un petit réseau avec les RSMQ du Hauts-de-France déjà. Je ne sais pas, Anne-Françoise, on en a beaucoup parlé et l'idée c'était de faire des partages d'expériences et de renforcer en fait nos demandes auprès des éditeurs parce qu'aujourd'hui la difficulté c'est faire évoluer nos systèmes d'information donc au quotidien. Désolée, je mets la caméra. Et donc, voilà, est-ce que l'Omedit, il peut s'emparer de cette initiative de créer un fonds de RSMQ pour échanger, sachant que c'est vrai qu'avec Anne-Françoise, on échange énormément, mais je pense que avec les autres collègues, ça peut être utile parce qu'on ne connaît pas aussi leur système d'information et ça pourrait aussi les aider et nous aider. Il faut voir si les collègues sont en attente et puis les objectifs qu'on pourrait partager ensemble. Je pense qu'il y a les éditeurs d'un côté, mais hélas, on est dans un monde d'économie de marché, donc c'est très compliqué de les soumettre, entre guillemets. Mais peut-être qu'on peut partager des outils, des choses qu'on fait dans nos établissements et qui pourraient servir à d'autres, de répondre, de se poser des questions entre nous, voilà. Donc nous, on travaille beaucoup à BIR ensemble parce qu'on est sur Europharmat et que on a cette thématique en commun qu'on défend au niveau de Pharmat, mais pourquoi pas être un peu aussi en régional avec les collègues pour s'aider, quoi. Alors, par exemple,
aussi des outils. Est-ce que certains ont développé des choses au moment de la semaine qualité, enfin la semaine de Sécurité sécurité patient? Ouais. Alors après, Cynthia a remis effectivement les documents de certains implants. Est-ce que nous on s'empare d'autres et qu'on pourrait labelliser sur l'Omédite Hauts-de-France, hein, Ouais. ça pose pas de problème. Mm. Euh, voilà, donc à votre disposition. Et après, sous quelle forme, Mm. quels objectifs, mais peut-être que déjà, si vous en êtes d'accord, on pourrait faire une première réunion qui pourrait très bien se faire en Teams Ouais. pour débattre de ça. Peut-être qu'avec Abir, on pourrait vous proposer des premiers chantiers en lien avec, bien sûr, Cynthia, enfin, avec les interlocuteurs d'Omédite, voilà. Aller sur le partage et puis d'avancer, quoi. Voilà. Alors, une Il y a dernière Nathalie Guénaud information. qui a déjà dit oui. Oui, et en fait, une information importante, on a enfin finalisé avec Anne-Françoise et Europharmat le guide Traça. Mm. Et donc, je ne sais pas, normalement, il était censé, parce qu'on attendait en fait l'apparition du décret, mais bon, le décret, il n'arrive pas. Donc, alors, on a décidé au sein d'Europharmat de le remettre à jour et puis de le publier. Donc, je vais vérifier ça auprès d'Europharmat. Donc, je pense que ça va aider beaucoup les établissements. Donc, sachez-le que je ne sais pas si ça a été fait, je n'ai pas encore vérifié, mais normalement, on est censé avoir mis la bonne version 2025 à jour sur le site d'Europharmat. On reviendra vers l'Omédite pour confirmer. Voilà. Cynthia, Noël, que je connais pas, Isabelle, Laurine, enfin, que pensez-vous de ça? Et Je vois Bérangère. Bonjour Bérangère. C'est une bonne Bérangère idée. aussi. Ok, Bérangère, oui. C'est une voilà. bonne idée Bon, de on le verra pouvoir bien. justement échanger. Hein. Ouais, c'est une Hein. super idée. Nous, on le voit au réseau santé qualité risque. Les professionnels ont besoin justement d'échanger, de mutualiser, de savoir ce qui est fait dans les établissements voisins, etc. Donc oui, c'est une super idée. Après, à voir si on peut. Mais nous, je pense qu'on peut. L'idée, c'est d'organiser déjà une première réunion visio. Coordonner en fait au moins l'initier, la coordonner. Mm. Et je suis Ok. sûre que les autres Omédites, ils seront jaloux. Bon, bah, je pense qu'ils travaillent tous Ils déjà travaillent dessus. ensemble, hein, Non, mais par rapport à ça, je pense que c'est important. Non, mais il Non, mais y c'est a une deux bonne idée. parties. Ouais. Les retours d'expérience, je pense on est organisé en réseau Médite et on vous en propose tous les 2 mois. Et cet après-midi, il y a encore un web-série d'AMI avec des retours d'expérience dans un établissement de la région. Par contre, le partage des outils, oui, on peut travailler ensemble avec l'idée que vous avez eue sur l'information patient. On peut peut-être commencer sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Au Oui, moins une parce qu'on est qualité. dans un dilemme en ce moment aussi à Amiens, c'est que est-ce qu'on continue avec la carte institutionnelle Ah, mais ou ça, est-ce qu'on on a bascule tranché, totalement? Sabir. On a Voilà, tranché. non, Ça s'est oui, tranché. oui, oui, c'est. Au niveau national, c'est tranché. La carte implant, même si elle n'est pas disponible encore, puisque ce sont des implants RDM, Mm. a effectivement le site internet qui fait que le patient peut avoir des informations. Ouais, Donc, et c'est écrit dans le futur décret, c'est la carte implant qui prévaut. Voilà. tout à fait. Mais on peut avoir les deux, ça dépend de Oui, où on met quoi. bah, justement, Bon, oui. alors, moi, je vais vraiment devoir vous laisser là parce que Ouais. je suis On est très dépassé. très en retard. Euh, Bon. On peut revenir vers vous pour vous On va proposer une revenir. organisation. On va réfléchir avec les collègues et puis on revient vers vous pour vous proposer Voilà. euh, une réunion et puis aussi une thématique là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? euh, Peut-être Ce une serait première peut-être de réunion pour cibler. avoir l'état des lieux et le besoin des différents RSMQ des autres établissements. Déjà une première réunion. Mm. Ça marche, on le note et puis on vous organise ça.
Merci à vous. C'est une bonne idée. Merci à vous tous. Bon, bah, Au merci revoir. pour ce travail et cette synthèse. On attend le retour alors. Merci. Le Alors, diaporama, Merci. merci beaucoup. Au revoir. À Au bientôt. revoir. au revoir. Au revoir, Merci, merci au à revoir. tous. Au revoir. Belle journée.